Rousseau, ça amène à Robespierre, à Orwell, mais ça amène pas à Danton, ça amène pas à Jules Ferry, ni même à Jean Jaurès d'ailleurs. Hein. Ça peut amener à Soral peut-être. Ouais. Oui, on est parti. On est à moins de 2000 € net par mois actuellement, en faisant 2 spectacles par soir, 3 le samedi, parfois 3 le vendredi et le dimanche en période un petit peu plus intense, comme par exemple au mois de décembre. Donc autant vous dire que c'est très peu. On réclame en fait une augmentation de 15% proportionnelle à celle qu'ils ont bien voulu faire sur le salaire d'embauche pour toutes les danseuses. Dernièrement, comme on a eu un nouveau spectacle qui s'est créé, c'était des journées de 13h à 1h du matin. La place de spectacle pour un show, elle est à 125 € et plus chère que le cachet de la danseuse du soir. On a le sentiment d'être exploité, et depuis quelques années déjà. C'est de la colère, c'est de l'indignation, parce qu'on a le respect du lieu, on a le respect de notre travail, mais surtout on a le respect de nous-mêmes et ils ont tendance à l'oublier. I am a good girl. Ouais, ça c'est un sujet rigolo parce que, en fait, moi quand j'étais jeune, j'ai fréquenté beaucoup les danseuses du Crazy Horse. D'abord parce que c'est des filles qui vivent entre elles dans des petits appartements en vase clos, souvent des étudiantes, des étrangères, elles font ça momentanément. Et comme elles bossent énormément, c'est des filles qui finalement fréquentent très peu de gens du monde extérieur. C'est vrai que quand vous en connaissez une, vous finissez par toutes les fréquenter, ce qui est assez drôle. Et là, je me suis amusé parce qu'évidemment, j'ai toujours su que les danseuses du Crazy Horse, comme c'est même d'ailleurs le Folies Bergère, font un boulot très dur et très mal payé. Et je me rappelle à l'époque, c'était 13 000 francs par mois de salaire pour jouer 2 fois par jour, avec l'interdiction de fréquenter. Enfin, il y a des normes assez. Il faut faire le même poids tout le temps. C'est les répétitions tous les jours. C'est-à-dire que c'est un régime qui correspond beaucoup à un régime militaire, quoi. Hein. Ou de sportifs de haut niveau. Et en fait, j'avais été étonné qu'elle gagnait très peu. Et là, je vois qu'elle gagne 2 000 € par mois. Ce qui est encore moins qu'à l'époque, parce que 2 000 € par mois, c'est moins que 13 000 francs en 85. Hein, voilà. Et là, elles se sont mises en grève pour la première fois. Alors moi, j'ai rien, je ne veux pas faire du Mélenchon. Hein. Je trouve que le spectacle du Crazy Horse est d'assez bonne qualité. C'est l'image de la France, etc. Mais en fait, il faut voir que ces filles, finalement, qui ont une carrière assez courte, et qui demandent finalement d'être belles, d'être danseuses, etc., gagnent très peu d'argent. D'une certaine manière, c'est un prolétariat, parce que 2 000 €, quand on peut travailler que 3-4 ans de suite, avec autant de restrictions, et autant de qualifications exigées, c'est très très faible. Hein, voilà. Donc je voulais faire remarquer que finalement, quand on est de gauche et qu'on mène des combats syndicaux, on peut finalement accompagner finalement le combat pour un meilleur respect par le salaire des danseuses du Crazy Horse. Voilà. Donc je voulais non pas appeler, disons, à la déstabilisation du Crazy Horse par une grève qui durerait, parce que je crois qu'elle s'est déjà arrêtée, mais effectivement faire remarquer, attirer l'attention sur le fait que les danseuses du Crazy Horse méritent une revalorisation de leur salaire, et je crois qu'elles l'ont obtenu partiellement. Surtout que maintenant le Crazy Horse est rentré dans une logique globale, effectivement, avec des licences, etc., qu'ils ont sans doute les moyens de payer beaucoup mieux leurs danseuses, du temps où c'était une PME, PME familiale de Bernardin. Je pense que, comme très souvent d'ailleurs, on est passé dans une logique de multinationale mondialisée, et que les salaires de base n'ont pas suivi. Donc j'accompagne cette lutte des danseuses du Crazy Horse, et je dis effectivement qu'il serait moral que leurs revenus soient revalorisés en fonction de l'évolution du Crazy Horse, qui à mon avis par sa logique de licence mondiale a des moyens économiques bien supérieurs qu'à l'époque de Bernardin où il n'y avait qu'une seule boutique, et que normalement cet argent devrait être un peu partagé avec les travailleurs, et que 2 000 € par mois, c'est très très peu payé pour une danseuse du Crazy Horse, ça mérite bien plus. Et je le sais parce que je les ai longuement pratiqués. Voilà. Oui, alors je m'étais un peu fâché avec de Benoît, parce qu'il avait traité un peu par-dessus la jambe mon bouquin Comprendre l'Empire, que je pense d'ailleurs il a eu le temps de réfléchir depuis, à voir que j'avais plutôt un coup d'avance sur lui qu'un coup de retard, et qu'il l'avait lu un peu trop vite et en diagonale, puisque son truc finalement c'est de faire Monsieur j'ai tout lu. Quand on a tout lu, on risque d'avoir tout lu mal, quoi. Voilà. Donc je l'avais un peu taclé. Et là je vois que, comme je reçois quand même Éléments,
je fais remarquer d'ailleurs qu'il me l'envoie toujours, ce qui est assez élégant de sa part, j'ai vu qu'il y avait un très bon dossier sur Jean-Jacques Rousseau. Et moi, j'ai toujours été agacé, parce que je suis un profond rousseauiste. D'abord, je suis intéressé par Jean-Jacques Rousseau, car je suis comme lui citoyen de Genève monté à Paris, il faut le savoir, et parce que je pense que Jean-Jacques Rousseau est un très grand penseur, très grand penseur. Et puis en plus, c'est un penseur, je dirais, français, même s'il vient de Suisse plus ou moins comme moi, c'est un très grand penseur français, et ça m'a toujours agacé les cons qui mettaient Rousseau dans la même valise que Descartes ou les penseurs des Lumières, c'est-à-dire un penseur de gauche. C'est bien plus subtil que ça, Rousseau. Et là, je vois que le dossier qu'a fait de Benoît sur Rousseau rejoint totalement le Rousseau que je connais, que j'ai lu et que j'ai compris. Et donc, puisque je m'étais un peu engueulé avec de Benoît que j'avais critiqué, il a fait un excellent dossier sur Rousseau. Et sa vision de Rousseau comme penseur, finalement, que je dirais conservateur révolutionnaire, penseur transcourant, justement qui n'est pas dans la dichotomie gauche-droite lourdingue, et qui, à mon avis, on va le dire, est le penseur qui est le précurseur non seulement de Kant, mais de Marx, mais sans doute aussi de Orwell, et qui est plutôt un penseur complexe de type comme Nietzsche, dans un autre monde, mais c'est-à-dire qu'il y a un Rousseau de gauche et un Rousseau de droite, et on ne peut jamais réduire Rousseau à une pensée de gauche ou de droite. Hein. Il y a une pensée... Il y a chez Rousseau toute la critique de la pensée réactionnaire de l'Ancien Régime, mais avec aussi déjà intuitionné, montré du doigt, tous les dangers de la pensée progressiste qui va arriver, sans jamais choisir entre l'une et l'autre, mais toujours en essayant de trouver la troisième voie, la voie juste, qui lui fait dire à la fois qu'il est un Romain. C'est un penseur critique de la pensée réactionnaire, mais c'est un penseur de la tradition qui amène à Sorel, qui amène à Orwell même, hein, de ces penseurs très subtils, bien plus subtil que Todd, voilà. Et je suis content comment dirais-je, que de Benoît ait réhabilité le vrai Rousseau, parce qu'il n'y a rien qui m'insupporte plus que d'entendre des cons de droite ou d'extrême droite se moquer de Rousseau comme le penseur du bon sauvage. Il n'y a pas de bon sauvage chez Rousseau, c'est un penseur de la dialectique, bien plus subtil que ça, qui est l'inventeur de la pensée historique, et qui est aussi un précurseur de Hegel avec son texte incroyablement moderne et génial sur l'inégalité, l'histoire sur son histoire de l'inégalité parmi les hommes. C'est l'anti-voltairien typique. Voltaire est un connard de libéral anglophile. C'est un très petit penseur, Voltaire. C'est un érudit, mais c'est un très petit penseur. Rousseau est le grand penseur, et Voltaire le prétentieux, quoi. Je veux dire, voilà. Rousseau est un génie, voilà. Et en plus, c'est un génie autodidacte qui produit ses concepts. Tous les grands penseurs lui doivent quelque chose, hein, je veux dire, Kant, Hegel, Marx, et tous d'ailleurs le reconnaissent. Hein. Et c'est un penseur insaisissable. Voilà, c'est le penseur qui a toujours prévu la critique de sa propre pensée, qui a toujours un coup d'avance en réserve. C'est-à-dire qu'il est d'une modernité éternelle, parce qu'il est réactivable en permanence. Et de temps en temps, je tombe sur un blog d'un petit con prétentieux qui s'appelle La Faute à Rousseau, espèce de réactionnaire de droite, voilà. J'en ai marre des cons qui n'auront jamais le niveau pour penser Rousseau, et qui pensent qu'ils sont de droite et que Rousseau est un penseur de gauche, de type progressiste, à la Jules Ferry, précurseur de Jules Ferry. Rousseau, ça amène à Robespierre, à Orwell, mais ça amène pas à Danton, ça amène pas à Jules Ferry, ni même à Jean Jaurès d'ailleurs. Hein. Ça peut amener à Soral peut-être. Ouais. Voilà. Et je vais lire d'ailleurs pour rappeler que la bêtise de certains cons de droite qui critiquent Rousseau alors qu'ils ne l'ont jamais lu et qui n'ont pas les moyens de le lire, voilà, un texte qui était dans mon abécédaire de la bêtise ambiante, excellent livre de moi qui est une série de textes, où déjà à l'époque, c'est-à-dire ça date de 2003 je crois, je redisais bien que Rousseau n'a jamais pensé le bon sauvage au sens que l'homme est naturellement bon, que le sauvage est bon, etc. Sa pensée est bien plus subtile que ça. C'est une pensée qui précède les thèses de Feuerbach, de Marx, telles que Lucien Goldman les a comprises. On n'est pas dans le dualisme transcendantal, ni dans la dualité qui amène à la bêtise de gauche d'un Todd, ou à la malhonnêteté d'un Todd. Ça n'amène pas à Merluchon non plus. On est dans le génie intellectuel éternel, c'est-à-dire un type qui sera toujours un grand penseur, quoi qu'il arrive, de même que, je sais pas, vous écoutez les Beatles aujourd'hui, c'est jamais démodé, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, et je peux parler de Bach, hein, voilà, on est chez les grands qui sont éternellement puissants intellectuellement, pas qui disparaîtront avec leur époque, comme Todd, voilà. J'aime bien m'essuyer les pieds sur sa gueule. Alors ça s'appelle Pas de bon sauvage chez Jean-Jacques Rousseau.
afin de mettre un terme au contresens séculaire qui, soit pour s'en réclamer, gauchiste, écologiste, soit pour s'en moquer, pessimisme de droite quant à la nature humaine, pense pouvoir tirer de la pensée de Rousseau l'apologie naïve de l'état de nature, le fameux mythe du bon sauvage, j'offre ce petit texte extrait du contrat social. Donc là, je vais lire Rousseau. Et c'est un texte qui s'appelle « De l'état civil ». Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'anoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Donc réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Donc là, c'est lui qui résume cette très subtile digression dialectique. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces comparaisons, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Du contrat social, chapitre 8. C'est un texte très complexe, très subtil de pensée dialectique d'un très haut niveau, que même en le lisant, il faut le lire plusieurs fois pour comprendre ce qu'il veut dire. Alors, après, c'est mon commentaire. Comment, après lecture, ne pas admettre que Rousseau dit là exactement le contraire de ce qu'on s'acharne généralement à vouloir lui faire dire, que, n'en déplaise aux spontanéistes de gauche comme aux pessimistes de droite, le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau est un mythe. Voilà. Il n'y a pas de bon sauvage dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. C'est d'un niveau bien supérieur. Alors j'ai mal lu le texte, mais je vous invite à le relire, à l'éplucher, à élever votre pensée au génie rousseauiste. C'est dans mon bouquin. Et j'invite le petit con là, du blog La faute à Rousseau d'arrêter de se prétendre être un penseur réactionnaire de droite. C'est un con de droite. Voilà. Rousseau est très au-delà de la gauche et de la droite. Et c'est pour ça que c'est à la fois un très grand penseur de gauche et un très grand penseur de droite, comme l'a très bien fait remarquer Alain de Benoît dans le dernier numéro d'Éléments consacré à Jean-Jacques Rousseau, dont nous fêtons là le tricentenaire de la naissance. Je suis moi-même allé me prosterner à Genève, la dernière fois que j'y suis allé, sur la petite île où il y a sa statue. J'ai fait quelques photos, on les mettra. Voilà. Je suis très fier d'être comment dirais-je, un digne descendant et peut-être successeur de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Et Jean-Jacques Rousseau reste à jamais mon maître. Polanski, comme souvent les gens issus de sa communauté d'ailleurs, a des casseroles de pédophilie. Pas de pédophilie dramatique, parce que ce qu'il aime, c'est les gamines de 14-15 ans. Donc elles sont déjà pubères, mais à la limite, c'est pas, comme certains, les violer des gosses de 2 ans. Mais dans l'Amérique puritaine, ça lui a coûté cher. Donc en fait, il avait une condamnation, de peur d'avoir une condamnation grave pour une histoire sexuelle qu'il avait eue avec une fille de 11 ans qui en faisait 14, ou je sais pas quoi, enfin... Bon voilà, c'est des histoires un peu sordides. Il avait fui la justice américaine, l'Amérique ne rigole pas là-dessus. Donc il avait dormant depuis des décennies, malgré son statut de grand cinéaste de stature mondiale. C'est un grand cinéaste, il a fait des chefs-d'œuvre, il a fait Rosemary's Baby, j'ai revu Chinatown l'autre jour. Bon, le scénario est de Gérard Braque. Gérard Braque, c'est du chef-d'œuvre de cinéma, c'est du grand cinéma. Donc moi, c'est pas parce que le mec, d'un seul coup, est critiquable sur un certain secteur que je vais nier son talent. Voilà. Polanski est un très grand cinéaste qui avait des casseroles de viol sur mineurs, voilà. Pas pédophilie, on va dire viol sur mineurs, mais ça dormait depuis des années. Et à un moment donné, c'est réactivé. Et il se retrouve des années après sur la sellette. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, je l'avais remarqué. Il fait un film qui est passé assez inaperçu, qui est un très bon film, qui s'appelle The Ghostwriter. Le sujet de ce film, c'est de dire en gros, c'est très explicite, que
que Tony Blair, l'ancien président d'Angleterre, a été toute sa vie un agent américain, et qu'en fait il a travaillé pour les intérêts de l'Empire américain et pas pour les intérêts anglais. What the hell is this? That is Lang, and that is Paul Emmett. Emmett, the Arcadia guy. So what? At the time that this photograph was taken, Paul Emmett was an officer in the CIA. Emmett? Foreign Resources Division. Oh my God. You realize how important this is, don't you? This explains why Lang went into politics. Everyone knows he didn't have a political thought in his pretty little head. This is why he rose so quickly. With a little help from his friends. What do you think is possible? Okay, a quiz for you. Name one decision Lang made in 10 years as Prime Minister, which wasn't in the interests of the USA. Oh, come on. It's not a trick question. Iraq, Middle East policy, Star Wars defense, buying American nuclear missiles, support of terrorist rendition, the sacking of any minister Washington didn't like. Il fait ce film, qui est un film subversif, critique. Derrière, boum, il se chope, réactivation de sa condamnation pour viol. À peine sorti de l'avion qui le menait en Suisse, Roman Polanski est rattrapé par son passé à près de 80 ans. Il s'est fait arrêter pour une affaire qui remonte à 1977. Alors justement, est-ce que cette arrestation de Roman Polanski est le fruit du hasard ou au contraire, est-ce que la traque a été préméditée ? Non, c'est le résultat d'une stratégie très élaborée de la part du procureur de Los Angeles. Son nom va devenir sans doute célèbre. Il s'appelle Steve Cooley. Il est à la tête de 1000 fonctionnaires. C'est le procureur le plus puissant des États-Unis. Il se prend dans la gueule la réactivation finalement de son dossier de viol parce qu'il fait The Ghostwriter. La communauté organisée le sauve par tous les moyens. Là, on a la solidarité tribale dont je parlais tout à l'heure, qui peut être négative contre le goyim insoumis avec Tim Seat ou les excitations injustifiées de Todd, injustifiées par le concept, ou les solidarités injustifiées par le concept de Todd. Puis aussi, il faut sauver le soldat Polanski. Et d'un seul coup, on a les BHL, les machins qui disent de toute façon, un génie juif mérite d'être traité comme un génie. Roman Polanski est un enchanteur qui a enchanté des générations entières. C'est un peu sinistre, cette histoire, franchement. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier. Révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a vécu. Il est un enfant du ghetto de Cracovie. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. Il a connu le ghetto de Varsovie, donc il peut violer des mineurs. Enfin, on avait déjà eu ça avec l'affaire Goldman à l'époque, en 1975. J'ai tué 2 pharmaciennes et j'ai tué sur un flic parce que moi, je suis né en France, j'ai jamais rien vu, mais mes parents polonais ont été victimes de la Shoah. Donc on a toujours cette manipulation tribale de souffrance des ancêtres, ce qui est d'ailleurs la définition du tribalisme. Quand on prétend bénéficier des avantages, de la communauté de sang et non pas seulement des siens. C'est-à-dire la transmission de la responsabilité collective, le privilège collectif, tout ça c'est du tribalisme. Ça n'existe pas dans l'individualisme universaliste républicain. C'est le vous, nous, ça c'est typiquement tribal. Transmission héréditaire de la valeur, transmission héréditaire de la responsabilité, co-responsabilité au niveau de la fratrie des responsabilités, tout ça c'est du tribalisme. Je tue ton cousin parce que toi tu m'as fait quelque chose, ça n'existe pas dans l'individualisme, mais ça existe dans le tribalisme, et on voit bien que ces gens-là sont tribaux chaque fois qu'il faut réagir de manière émotionnelle, dans la désignation haineuse ou dans la solidarité. Donc là, le soldat Polanski est sauvé par la communauté organisée au nom de la solidarité tribale. C'est toujours selon des critères ethnico-racialo-confessionnels, jamais selon des valeurs de morale universelle. Et il est sauvé. Mais après, il faut qu'il rembourse la communauté qu'il a sauvée. Et le remboursement arrive très vite. Il doit tourner à partir de septembre un film sur l'affaire Dreyfus. Je pense pas que Polanski, à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a envie de se taper un film sur l'affaire Dreyfus. Mais je pense qu'il est obligé de le faire, parce que c'est comme dans la mafia, on t'a sauvé, mais il faut que tu rembourses. Et tu vas nous faire un beau film sur l'affaire Dreyfus, Polanski, qui sera nommé évidemment au César, aux Oscars, etc., peut-être qu'il y aura des prix, parce qu'en ce moment, il y a une insoumission qui monte en France
qui est la réaction normale à une domination communautaire de plus en plus pesante et illégitime selon les critères républicains laïques bien sentis, dont les marqueurs sont l'affaire Dieudonné, Alain Soral, etc. Et il faut faire quelque chose pour réactiver la culpabilité et la soumission du goïm par la culpabilité, en mettant en avant les grandes figures qui empêchent de comprendre la situation actuelle, en faisant référence à des situations d'hier. Donc c'est la Shoah, mais la Shoah, on est déjà à 100%, 3 émissions par semaine, donc là ça chauffe, on ne peut pas donner plus de doses de médicaments, c'est tuer le patient à un moment donné. Donc on est là, la posologie, et on va dire au maximum. Donc là, on va nous faire faire un film sur l'affaire Dreyfus par Polanski, où ça sera bien, vous voyez, la critique de la domination communautaire est toujours une stigmatisation, un préjugé sur des critères raciaux. Voilà, l'affaire Dreyfus, qui était déjà à l'époque une manipulation d'un cas sans intérêt, pour disqualifier l'armée où s'était réfugiée l'aristocratie française, et rendre incritiquable la communauté dominante, qu'il était déjà largement à l'époque, à travers un espèce de BHL de l'époque qui voulait se faire mousser le gros doudou, qui était Zola, avec son J'accuse, hein, c'est du BHL avant l'heure, et puis derrière un journal déjà dans la main de qui on ne sait pas ou de qui on sait, qui était l'Aurore, je crois, avec derrière Clémenceau, c'est-à-dire le couplage de l'intellectuel et de l'homme politique, avec derrière la manipulation de l'opinion publique par les médias. C'est le premier cas de figure de logique de domination par tout ce système qu'on appelle démocratique, que j'ai démontré dans mon bouquin, parce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion. L'argent qui manipule l'opinion par les médias de masse, avec les figures qu'on manipule, c'est l'homme politique stipendié et l'intellectuel. C'est d'ailleurs des catégories qui émergent au moment de l'affaire Dreyfus, et qu'ils ont mis en place et validées par l'affaire Dreyfus. Et comme je le dis, pour des dialogues, des discussions que j'ai eues à savoir si Dreyfus était coupable ou innocent, il était normal de le soupçonner, puisqu'il était franco-alsacien, juif, et son frère avait opté, je crois, pour la nationalité allemande. Il était du cabinet où il y avait eu les fuites, et il avait des dettes de jeu et des maîtresses. Donc il était parfaitement logique de le soupçonner. Et en plus, quand on lui a demandé de faire l'épreuve de graphologie pour vérifier si c'était lui, il a argué de douleur aux mains ou de froid pour ne pas se soumettre au test. Donc il était totalement normal dans un premier temps de le soupçonner. Après, moi je le dis, il était forcément innocent, parce que s'il avait été coupable, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. C'est-à-dire la communauté n'aurait pas misé sur lui pour culpabiliser à mort l'antisémite. Voilà. Et je dis, s'il avait été juif et coupable, on n'aurait jamais entendu parler, parce que des espions juifs double nationaux qui travaillaient pour l'Allemagne, il y en a eu forcément dans ce contexte de tension entre 70 et 14-18, c'est une évidence. Hein. Et donc s'il avait été juif et coupable, on n'en aurait jamais entendu parler. Et s'il avait été innocent mais breton, on n'en aurait jamais entendu parler non plus. Il fallait qu'il soit innocent et juif pour que la communauté organisée monte toute cette mayonnaise qui a profité à Clémenceau, à Zola, qui a sans doute été d'ailleurs assassiné après à cause de ça, et qui nuisait à un des derniers bastons de résistance de cette communauté qui tendait à prendre de plus en plus de pouvoir en France, qui était l'armée où s'était réfugiée l'aristocratie française. Hein, voilà. Donc c'est ça la vraie explication. Donc l'affaire Dreyfus expliquée comme ça est très intéressante, mais n'a rien à voir avec le catéchisme que va nous faire subir à son corps défendant, en faisant un très mauvais film de propagande, ce pauvre Polanski, à qui la mafia qui l'a sauvé lui demande effectivement de rembourser pour son sauvetage tribal. Et nous partons maintenant pour Cannes et la suite du festival avec un film important projeté ce soir en séance spéciale, Le Serment de Tobrouk, réalisé par Bernard-Henri Lévy. 1994, Bernard-Henri Lévy monte les marches pour un documentaire sur la guerre bosniaque. 18 ans après, il est à Cannes pour un film sur le conflit libyen. Quand je suis venu présenter Bosna, c'était une défaite. J'étais dans la rage et dans le désespoir. La Libye, c'est une victoire. C'est la première fois que l'Occident a eu le courage d'engager une opération et une intervention pour empêcher un massacre et pour sauver les civils. Non, ce que je voudrais simplement, c'est que la projection de mon film à Cannes vendredi, je voudrais que cela aide à comprendre que qu'on pourrait, pas la France peut-être, mais enfin pas seulement la France, il y a d'autres pays, la communauté internationale pourrait agir en Syrie. Que ce qu'on a fait à Benghazi, on pourrait le faire à Homs. J'aimerais faire comprendre ça. Oui, voilà, oui, alors là, on est dans le... On hésite entre dégueuler, entre deux éclats de rire et deux larmes, tu vois. PHL, qui est un sayanime, et qui représente et qui incarne à lui seul toute l'illégitimité insupportable de la domination sur la France, de la fameuse communauté organisée, on va dire, sioniste. Hein, voilà.
dans une situation normale, BHL ne devrait même pas exister. Ça serait un milliardaire écrivain du dimanche de deuxième zone, qui aurait produit à compte d'auteur des œuvres dont tout le monde n'a rien à foutre, et qui correspond à un petit marquis sans talent de l'Ancien Régime, qui monte lui-même ses pièces de théâtre, ses machins, et qui est la risée on va dire, du bourgeois de talent. Hein, voilà. C'est le bourgeois gentilhomme, c'est tout ce que vous voulez, c'est un petit marquis. Voilà. Mais bon, un petit marquis, à part que nous sommes aujourd'hui dans une aristocratie qui a changé, qui est ce que j'appelle une aristocratie sans noblesse, qui au lieu de régner au nom de Dieu et du roi et de la saine morale chrétienne, règne au nom du vol et du mensonge. Voilà, de l'usure et du baratin, comment on dit, du baratin sophistique. Voilà. Et je crois que Bernard Lévy est le stigmate et la preuve de cette domination insupportable et illégitime. Hein, par son omniprésence, son omnipotence, justifiée par rien d'autre que ce que je suis le seul à dire, parce qu'on a beau écrire 7 livres sur lui pour dire que c'est un couillon, que tout le monde a dit que c'était un nul, etc. Il est toujours là, il déclenche des guerres, il s'invite dans les plateaux, etc. Donc on ne peut comprendre sa domination qu'à travers son appartenance à une communauté toute puissante, et par le fait qu'il est un des cadres, à mon avis, de la communauté internationale bien comprise, ce que Jacob Cohen appelle un sayanim. Hein. C'est un des cadres de l'organisation de domination sioniste en France sur la France, c'est clair. Et là, il vient de se payer un film documentaire, à sa gloire, sélectionné officiellement au Festival de Cannes, où il fait son numéro, où il montre comment il est à l'origine de la pacification libyenne, qui présente comme une émancipation et une libération d'un peuple opprimé, alors qu'on va le répéter, la Libye était le pays qui avait le plus haut niveau de vie du monde arabe, il n'y avait pas d'émigration, il y avait le plein emploi, un état social-providence inégalé, Kadhafi était en train d'offrir à l'Afrique un satellite autonome, de créer une monnaie qui était le dinar or, pour faire de l'Afrique un continent prospère et autonome. C'était son destin, son projet depuis qu'il avait renoncé au panarabisme et à la cause palestinienne, puisqu'il avait vu que c'était plus gagnable. Et en bon agent de la domination mondiale, en bon sayanim, BHL est allé plonger ce pays dans la violence, dans la haine, dans la destruction tribale, en manipulant en plus l'islam pour faire de l'islam des assassins sanguinaires sodomites. Donc il a fait un travail ignoble, satanique, qui normalement aurait dû lui valoir, si Cannes était quelque chose de respectable, de se faire jeter des cailloux et même de se faire lyncher par la foule, et que son film soit arrêté par les huées et que l'écran soit lacéré, quoi, je veux dire, voilà. Et il est allé se pavaner à Cannes, je ne sais pas comment ça s'est passé, faire un documentaire qui doit être aussi grotesque que le documentaire qu'il avait fait, qui s'appelait Bosnia, qui avait fait dire d'ailleurs à Kusturica, génie du cinéma, que sans doute BHL était la plus grosse nullité qu'il ait jamais rencontrée, etc. Enfin... Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrettais rien. Pour le jour et la nuit, si, je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. L'erreur était probablement là. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça. Il faut se rappeler comment Kusturica, grand cinéaste, s'était moqué de BHL et du traitement à l'époque de BHL de l'affaire yougoslave. Toujours le même boulot dégueulasse de destruction, avec derrière pogrom authentique, hein, mais ça s'appelle autrement, hein, c'est pas les pogroms, quand c'est pas des juifs, ça s'appelle, on a le droit, quoi. Enfin voilà, derrière c'est des milliers de morts, les Africains se font massacrer, les travailleurs noirs que protégeait Kadhafi, que Kadhafi aidait, se font massacrer par les espèces de cadres d'Al-Qaïda qui ont pris le pouvoir là-bas. Non seulement c'est pas une erreur, mais c'est la première fois qu'une grande démocratie aura fait ça. Vous n'avez aucun regret? Empêcher... Moi, aucun regret. D'avoir inspiré cette... Vous rigolez, mais bien sûr qu'aucun regret. Il y a même eu un moment où j'étais fier d'être français. Je trouve ça beau quand même. Et je pense que c'est une très belle page, celle-là aussi,
de notre histoire récente. Le pays a été dévasté, les acquis sociaux ont plongé, le droit des femmes a disparu, mais ça ne le gêne pas, du moment que c'est bon pour Israël, comme il l'a bien dit à Ruth El-Krieff. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Ça ne me gêne pas, donc on est bien là dans l'abjection absolue d'un type qui se vante par un film à sa gloire, d'avoir détruit un pays, un peuple, selon des critères d'extrême droite, hein, c'est-à-dire au nom d'un suprémacisme qui a tous les stigmates voilà, de la haine fasciste. Hein, voilà. C'est clair et net. Voilà. Et j'aimerais bien savoir quand est-ce que cette mascarade BHL s'arrêtera, parce que je pense qu'il y a deux marqueurs en France. Il n'y en a pas 36, il y a l'affaire Dieudonné qui continue, qui est le marqueur de la résistance. Il y a le marqueur BHL qui est le marqueur de la domination insupportablement illégitime et grotesque et jusqu'à la bouffonnerie. Et le troisième marqueur serait sans doute, pour valider ces deux choses-là, le dîner du CRIF. Voilà. C'est la réalité de la société française. Voilà. Et je ne pense pas que tout ça va évoluer positivement grâce à l'élection de François Hollande et à la mise en place de son gouvernement. Voilà. Ça ne va pas s'améliorer, je pense. Voilà. Donc effectivement, amusons-nous, je pense, à montrer la bande-annonce du film de l'auto-hagiographie de BHL par son documentaire qui s'appelle le serment de Tobrouk. Le serment de Tobrouk. On va mettre la bande-annonce, on va bien rigoler. Hein. C'est brouiller son système de transmission, mais c'est surtout recevoir ces gens. En recevant une délégation de l'opposition libyenne, Nicolas Sarkozy parle de bombardements ciblés sur la Libye. إلى بنغازي يأتي ويذهب إلى مصراتة يجب أن يوقف تحركاته ليس هناك ضغط لا يقول لي told the president that I thought there was a good argument for American involvement and leadership. Nous allons arriver en approche du port de Misrata sans possibilité de signaler notre arrivée aux autorités de l'OTAN. Donc, ma question est qu'est-ce qu'il faut faire? We're always waiting for anybody to come from the sea. But the sea is under shelling, and there's no international boats. We mustn't let this be another Bosnia, another Rwanda. Faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. On est à 22 500 bouquins imprimés. Hein. Et ce bouquin vient encore mon éditeur m'a appelé, on en réimprime encore 2000 exemplaires. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous le réimprimons là, cette semaine, pour la 8e fois. Nous en sommes à 32 000 exemplaires. Nous le réimprimons à nouveau pour la 9e fois et nous allons atteindre les 34 000 exemplaires. Voilà. Oui, alors ça c'est l'aspect positif, exactement comme Dieudonné fait de plus en plus d'entrées, et aujourd'hui la communauté agacée pour son insoumission est obligée d'envoyer directement la police en faisant fi de toutes les lois de la République. Moi, mon bouquin qui n'existe pas, et qui est le livre d'un espèce de dingo d'extrême droite, comme chacun sait, paranoïaque, mégalomane, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout du niveau d'Emmanuel Todd, hein, qui produit des petits essais de statisticiens positivistes. Enfin, je veux dire, j'ai la gentillesse d'en dire du bien, mais c'est très très en dessous de ce que je produis moi, hein, excusez-moi, mais ça se vérifiera, il faudra 20-30 ans pour le vérifier. Cet excellent bouquin Comprendre l'Empire, qui ose, contrairement à Emmanuel Todd, dire bien qui sont les responsables de la crise, et produire une vision globale, bien plus globale et puissante et profonde que celle de Todd,
sans parler de Merluchon, et ben, il se trouve qu'on arrive à notre 10e réimpression, et que là, nous en sommes maintenant. La dernière fois, on était à 34 000 exemplaires, là, on en est à 36 500 exemplaires. Donc ça continue. Le livre est traduit, comme vous le savez, en Russie, avec préface de Douguin, traduit en Corée du Sud. J'avais expliqué pourquoi la dernière fois. Je crois qu'il y a une traduction italienne qui se met en place. On m'a envoyé une photo, il était l'autre jour à la FNAC de Casablanca, je crois, au Maroc. Enfin, il circule beaucoup au Maghreb, au Canada. Enfin, ce livre petit à petit s'installe, parce que je crois que c'est quand même une synthèse qui explique notre monde de façon assez globale et profonde, un processus qui est en voie d'achèvement, et que tout ce qui se passe depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire 1 an et demi, donne raison à ce qu'il y a dans le livre. Hein. Et je pense que plus ça va aller, plus ce livre va être validé, et plus Todd va être mal à l'aise avec son baratin de le Parti Socialiste, en faisant comme ça avec ses pauvres mains, là, que le Parti Socialiste de Hollande a réglé le problème Front National parce qu'il a durablement réconcilié la classe ouvrière et l'école bleue étendue, c'est-à-dire le petit salariat, avec la gauche. Voilà, enfin, je veux dire, il y a l'escroquerie Todd et la superficialité Todd, et puis la profondeur Soral qui se vérifie par le fait que ce livre en est à sa 10e réimpression. Et donc, c'est-à-dire que tout ne va pas si mal, quoi. Je veux dire, il y a quand même des gens pour aller au spectacle de Dieudonné, des gens pour lire mes livres, et des gens pour se demander qui de Todd ou de Marine Le Pen dit la vérité sur les vrais responsables de la crise. Voilà. Et qui finalement, des populistes ou de Mélenchon, représente le mieux et le plus profondément et le plus authentiquement la défense du peuple de France, du peuple du travail et de la classe ouvrière, qui est l'enjeu des Nains Beaumont. Voilà.